avez soif. Comme cette eau est fraîche. Et comme votre bouche est fraîche, elle aussi. J'irai. Mon amour. Je savais bien que je ne pouvais pas vous perdre. Anne! Éloigne-toi de lui! Non. Rien ne pourra nous séparer désormais. Éloigne-toi de lui pour la dernière fois! En pierre, vous entendez? En pierre, on serait changé. Voilà bien le silence que j'aime. Le silence de mort. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit? Et c'est leur cœur que j'entends. Leur cœur qui bat. Qui ne cesse de battre. Qui bat. Qui bat. Qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. Ce film, Hélène, vous n'auriez pas pu le voir quand il est sorti en salle en décembre 1942. Une ordonnance allemande interdisait, entre bien d'autres choses, l'entrée des cinémas aux personnes dites juives. Cette même année, en avril 1942, le 7, vous commencez l'écriture d'un journal par une petite victoire. L'écrivain Paul Valéry vous a dédicacé un livre par ces mots « Au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant ». Et vous dites, après avoir récupéré ce livre, « La joie m'a inondé, une joie qui venait confirmer ma confiance, qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je suis rentré à pied, avec un petit sentiment de triomphe, à la pensée de ce que les parents diraient, et l'impression qu'au fond, l'extraordinaire était le réel. » Ce journal est devenu, 64 ans plus tard, un livre. À sa lecture, je ne sais précisément pourquoi, comme une urgence, je décide de partir en Pologne, pays où vous avez été contrainte de passer plusieurs mois avant de mourir en Allemagne. Je quitte mon île, la Corse, direction Nice, où je vais rejoindre un de mes fils qui tient à m'accompagner dans ce voyage. Il a votre âge, Hélène, quand vous écriviez ces pages. Après un an d'interruption, vous reprenez ce journal le 10 octobre 1943 et vous dites « J'ai un devoir à accomplir en écrivant, car il faut que les autres sachent.
À chaque heure de la journée se répète la douloureuse expérience qui consiste à s'apercevoir que les autres ne savent pas, qu'ils n'imaginent même pas les souffrances d'autres hommes et le mal que certains infligent à d'autres. Et toujours, j'essaye de faire ce pénible effort de raconter, parce que c'est un devoir, c'est peut-être le seul que je puisse remplir. Il y a des hommes qui savent et qui se ferment les yeux, ceux-là, je n'arriverai pas à les convaincre parce qu'ils sont durs et égoïstes et je n'ai pas d'autorité. Mais les autres, ceux qui ne savent pas et qui ont peut-être assez de cœur pour comprendre, je dois agir sur eux. Car comment guérira-t-on l'humanité autrement qu'en lui dévoilant d'abord toute sa pourriture? Comment purifiera-t-on le monde autrement qu'en lui faisant comprendre l'étendue du mal qu'il commet? Tout est une question de compréhension. C'est cette vérité-là qui m'angoisse et me tourmente. Arrivé à Nice, j'y retrouve mon fils Stéphane. C'est la période du carnaval. Pour nous, direction Cracovie en Pologne, via l'Italie, l'Autriche, la Slovaquie, 24 heures de voyage en car. Fin 1943, depuis un an, votre ami Jean est parti rejoindre les forces françaises libres. 3 semaines avant votre propre arrestation et déportation en Pologne, par les activités que vous meniez alors pour porter aide, assistance et secours aux familles victimes des lois raciales, pourquoi, Hélène, n'êtes-vous pas partie avec votre famille vous réfugier en sécurité? Vous dites « Il ne reste plus beaucoup de juifs à Paris, et comme ce sont les Allemands qui font les arrestations maintenant, il y a peu de chances d'y échapper, parce que nous ne serons pas prévenus. Je reste ici en étant parfaitement consciente de ce qui peut arriver, et qu'il s'agit d'un choix volontaire. Mais pourquoi ce choix? Non pas parce que c'est la chose brave, parce que c'est le devoir. Cette position-là d'abord serait trop proche de l'orgueil, et ensuite, en réalité, je ne sens pas qu'il y ait là un devoir. Et pourtant, si soudain j'abandonnais ma vie officielle, j'aurais l'impression d'une défection. Pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. J'aurais trop pris le goût de la souffrance, de la lutte, du malheur, pour pouvoir me réhabituer à une autre vie. Parce que l'épreuve mène à une plus grande purification. J'ai dit que je n'avais pas peur. Pourtant, je me demande si ce n'est pas par ignorance, ignorance des souffrances qu'il y aura endurées, ignorance de mon pouvoir de résistance. Si une fois que je serai là-bas, je ne me dirai pas que nous étions fous et aveugles de rester. Je sais très bien que si nous sommes pris, je serai déporté séparément de mes parents, que cette séparation sera une angoisse atroce pour chacun de nous, en plus du fait même de la déportation. Je me dirai alors, comment, sachant cela, n'as-tu rien fait pour l'éviter? Si quelqu'un lit ces lignes et que cela soit arrivé, il sera frappé, comme par la main de Keats, et après il dira « Oui, comment ?» Stéphane, qui n'a pas encore lu votre journal, le découvre aujourd'hui. Il le lira pendant 9 heures d'affilée. Il me parlera d'un passage qu'il aime particulièrement, un moment où vous laissez vagabonder votre esprit. En 1942, c'était encore possible, quand vous dites, à la page datée du 11 avril, « Je me suis amusé à observer le miracle des gouttes de rosée sur les herbes. En tournant un peu la tête, je voyais leur couleur changer du diamant à l'émeraude, puis alors rouge. L'une d'elles est même devenue rubis, on aurait dit des petits phares. Brusquement, en renversant la tête pour voir le monde à l'envers, j'ai réalisé l'harmonie merveilleuse des couleurs du paysage qui s'étendait devant moi, le bleu du ciel, le bleu doux des collines, le rose, le sombre et les verts embrumés des champs, les bruns et les ocres tranquilles des toits, le gris paisible du clocher, tout baigné de douceur lumineuse. Seule l'herbe fraîche et verte à mes pieds mettait une note plus crue, comme si elle seule était vivante dans ce paysage de rêve. Je me suis dit, sur un tableau, on croirait ce vert irréel avec tous ses coloris de pastel. Mais c'était vrai. Stéphane trouve également ce texte écrit le dimanche soir 19 juillet très beau. Les amitiés qui se sont nouées ici, cette année, seront empreintes d'une sincérité, d'une profondeur et d'une espèce de tendresse grave
que personne ne pourra jamais connaître. C'est un pacte secret, scellé dans la lutte et les épreuves. Lundi 8 juin 1942. C'est le premier jour où je me sens réellement en vacances. Il fait un temps radieux, très frais après l'orage d'hier. Les oiseaux pépient, un matin comme celui de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais porter l'étoile jaune. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle. La fraîcheur, la beauté, la jeunesse de la vie, incarnée par cette matinée limpide, la barbarie et le mal, représentés par cette étoile jaune. Après une courte étape à Cracovie, il nous reste une petite heure de train. Dans ce train, l'on pense au témoignage de Madame Ida Grinspan, à son arrestation le 30 janvier 1944, à minuit, par 3 gendarmes français. Elle a 14 ans. Dans les années 60, dans une émission de télévision, elle reconnaît celui qui l'avait arrêté. Ce fier capitaine de gendarmerie est venu parler d'un livre dont il est l'auteur et consacré, cela ne s'invente pas, aux fantômes. Ida téléphone à la télévision car comme revenant, elle est bien là. Mais ce monsieur ne sera jamais inquiété, il avait aussi un passé de résistant. N'avait-il rien fait d'autre que son devoir de gendarme, tout comme des milliers d'autres serviteurs de l'État franco-allemand ?
Vous dites Hélène le 7 novembre 43. Les gendarmes qui ont obéi à des ordres leur enjoignant d'aller arrêter un bébé de 2 ans en nourrice pour l'interner. Mais c'est la preuve la plus navrante de l'état d'abrutissement, de la perte totale de conscience morale où nous sommes tombés. C'est cela qui est désespérant. N'est-ce pas désespérant de s'apercevoir que moi, avec ma réaction de révolte, je suis une exception, alors que ce devraient être ceux qui peuvent faire ces choses qui soient des personnes anormales? C'est toujours la même histoire de l'inspecteur de police qui a répondu à Madame Cohen lorsque dans la nuit du 10 février, il est venu arrêter 13 enfants à l'orphelinat, dont l'aîné avait 13 ans et la plus jeune 5. Des enfants dont les parents étaient déportés ou disparus, mais il en fallait pour compléter le convoi de 1000 du lendemain. Que voulez-vous, madame? Je fais mon devoir. Qu'on soit arrivé à concevoir le devoir comme une chose indépendante de la conscience, indépendante de la justice, de la bonté, de la charité, c'est là la preuve de l'inanité de notre prétendue civilisation. Dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les 2/3 de la population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre émanant d'une autorité supérieure. Dans le cas d'un génocide, par exemple, quand un tyran décide de tuer froidement 5-6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, il lui faut au moins 1 million de complices, de tueurs, d'exécuteurs. Comment arrive-t-il à se faire obéir? En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d'un État tyran. Alors il va recruter 1 million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remords, car personne ne se rendra compte qu'il est le 1 000e maillon de l'acte final. Les uns vont arrêter les victimes. Ils n'auront commis que de simples arrestations. D'autres vont conduire ces victimes dans des camps. Ils n'auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et l'administrateur du camp, en ouvrant ses portes, n'aura fait que son devoir de directeur de prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous les maillons de la chaîne, on a vendu l'obéissance confortable. Go inside. Yes. Maybe you remember Schindler's List, these pictures here from. Yes. You have a guidebook, right?
Yes, yes. Yes, last side you have met. As I stopping, I show you where go, what road. Maybe I stopping here from. En lisant votre journal, Hélène, qui s'arrête le 8 mars 44, par une dernière lettre à votre sœur le jour de votre arrestation, nous avons voulu connaître l'endroit où vous aviez été emmené lors de votre déportation. Évidemment, et si l'on peut dire comme tout le monde, nous connaissions le nom d'Auschwitz. J'avais lu Si c'est un homme, livre que m'avait passé Stéphane. Primo Levi a certainement raison, Auschwitz n'a rien à voir avec la guerre. En venant ici, l'on comprend mieux ce dont il veut parler. Nous avons l'impression d'être au cœur du mal absolu. Les mots n'ont plus vraiment de sens. D'ici, vous partirez pour cette marche que les rares rescapés ont décrit comme pire qu'Auschwitz. Après des centaines de kilomètres de marche, à Bergen-Belsen s'arrêtera votre calvaire. Jusqu'à vos dernières et ultimes limites de vie, vous aurez été, vous et tant d'autres, nous en sommes sûrs, au service des plus faibles, avec grâce et dignité. Chère Hélène, nous voilà arrivés au terme de notre voyage.